Au lendemain de Noël 2004, ces images ont fait le tour du monde et déclenché un élan de solidarité extraordinaire. La plus vaste opération d'aide internationale jamais organisée, à laquelle l'armée suisse a également pris part, a débuté quelques heures seulement après la catastrophe. Vol d'approche vers l'aéroport de Banda Aceh, pivot de l'aide internationale. Tentes, médicaments, nourriture, eau et personnel auxiliaire sont déposés ici par d'importants convois aériens en attendant d'être acheminés dans des régions uniquement accessibles par les airs, même près de 4 semaines après la catastrophe. La partie militaire de l'aéroport ressemble à une ruche. Matériel de secours empilé, armée indonésienne, réfugiés échoués et allers et retours incessants d'hélicoptères civils et militaires provenant d'une multitude de nations. Certains jours, jusqu'à 250 vols ont été effectués. Parmi les 17 nations présentes, les hélicoptères suisses de la Task Force Souma se distinguent dans le transport de matériel de secours et de passagers. Très vite, ils deviennent un acteur reconnu dont on parle en termes élogieux. Les hélicoptères suisses jouent un rôle décisif dans l'accomplissement de la mission. La grande partie de l'infrastructure est détruite et nous pouvons nous déplacer en camion ou véhicule uniquement en ville. Mais nous ne pourrions pas du tout atteindre toutes les localités côtières telles que Lamno, Chalang ou Melabo sans le recours aux hélicoptères suisses. Nous transportons avec les hélicoptères suisses du matériel d'assistance, des tentes, des bâches en plastique, des denrées alimentaires et nos collaborateurs. Sans les hélicoptères, nous n'aurions pas du tout pu atteindre de nombreuses petites localités entièrement détruites. Aujourd'hui, les hélicoptères suisses et tout l'équipage effectuent également un engagement de longue durée. Après avoir parlé avec le responsable CIMIC et payé le chauffeur du camion-citerne, il décolle direction un camp de réfugiés actuellement accessible uniquement par les airs. 500. Lamno, à 44 km au sud de Banda Aceh. La région n'a pas été détruite par le raz-de-marée, mais des milliers de personnes ont afflué après la catastrophe pour y demander de l'aide. Nous avons 12 000 réfugiés ici, répartis dans 11 camps. Et le HCR tente maintenant de construire des cantonnements pour tous les réfugiés. Et les hélicoptères suisses apportent les tentes. 12 000 personnes supplémentaires d'un coup, logées provisoirement dans 11 camps dans des écoles ou des tentes, les autorités locales doivent faire face à d'immenses problèmes. Les problèmes sont énormes. Pour ce camp, il n'y a qu'une seule cabine de toilette pour 1000 personnes. Sur le terrain de football, spontanément transformé en place d'atterrissage, les hélicoptères suisses sont attendus avec impatience. Les enfants jouent avec des hélicoptères qu'ils ont bricolés eux-mêmes, ce qui démontre bien l'importance de l'aide fournie. C'est avant tout l'armée indonésienne qui se charge de la sécurité et de la coordination sur la place d'atterrissage. Cette dernière est en effet relativement étroite, surtout lorsque les Suisses et les Australiens déchargent leurs marchandises en même temps. Une fois déchargés, l'hélicoptère embarque des indigènes soulagés de pouvoir profiter de cette possibilité unique de fuir la région. Le quartier général du contingent suisse Souma est installé sur la côte est à Medan, la capitale de Sumatra. À première vue, l'animation dans les rues et le comportement des habitants ne permettent pas de s'imaginer la catastrophe qui se déroule sur la côte ouest, située à seulement 150 km. Medan est une ville asiatique typique où richesse et pauvreté se côtoient directement. Chaque jour, le petit état-major de la Task Force participe à un rapport avec le commandant. Ils reviennent sur les enseignements qui peuvent être tirés des 24 dernières heures, puis organisent et coordonnent les prochaines journées.
Aéroport de Medan, les avions militaires de transport dominent le paysage. C'est également ici, dans un hangar civil loué, qu'est abritée la fraction opérationnelle de la Task Force Souma. Pour nous, les conditions climatiques de Sumatra sont extrêmes. Les pluies diluviennes qui se déversent très rapidement et ne refroidissent nullement l'atmosphère, ainsi que les températures caniculaires comprises entre 40 et 45 degrés, compliquent chaque intervention. Sur ordre du médecin, chacun devait boire entre 5 et 7 litres d'eau par jour afin de compenser l'énorme perte en eau. La communication et les liaisons sont indispensables à la mission, surtout dans cette région d'engagement plus grand que le territoire suisse. Une propre centrale radio ad hoc a par conséquent été installée. Chaque jour, Roland Staub, le coordinateur suisse, rencontre la représentante du HCR pour un entretien de coordination. Ensemble, ils s'occupent des questions relatives au tonnage, au matériel à transporter, aux emplacements des tentes, à l'ordre de priorité des missions, aux interlocuteurs militaires. Si les missions sont fixées pour les prochaines 24 heures, ils planifient les engagements des hélicoptères et des équipages. Les difficultés que nous rencontrons ici sont d'une part le poids de la charge à transporter et d'autre part les températures élevées. Les performances des hélicoptères sont toujours poussées à la limite de leur capacité et le temps est imprévisible. Il peut changer d'un seul coup et devenir surtout très orageux. 6h45 du matin à l'aéroport de Medan, l'hélicoptère Tango 314 débute le premier l'engagement de 2 jours. Tango 311, aujourd'hui le deuxième Super Puma, décollera dans 45 minutes. La marchandise, qui comprend avant tout des tentes et des bâches, est arrivée durant la nuit à bord d'un avion en provenance de Kuala Lumpur et est en train d'être chargée. En raison des distances importantes et du fait que l'approvisionnement en carburant peut être effectué uniquement à Banda Aceh et à Medan, des citernes supplémentaires sont installées dans les hélicoptères, ce qui limite la capacité de chargement de 2,2 tonnes. Les hélicoptères mettent 2 heures pour parcourir les 450 km à travers la jungle profonde et les montagnes qui séparent Medan de Meulabo, sur la côte ouest, le premier arrêt intermédiaire de la journée. La piste d'atterrissage improvisée est plutôt étroite, le Super Puma doit être très précis. Pour gagner du temps, les pilotes laissent tourner les hélices pendant le déchargement à la main. Une planification continue est nécessaire car les brefs entretiens avec l'équipage, les responsables du HCR et l'armée indonésienne modifient constamment la planification. Dix minutes à peine après l'atterrissage, le Super Puma chargé de passagers décolle à nouveau en direction du nord pour rejoindre Banda Aceh. Les hélicoptères volent à basse altitude, d'abord au-dessus d'un camp de réfugiés, puis le long de la côte entièrement ravagée. Les eaux sont parvenues jusqu'à 7 km à l'intérieur des terres, ce qui représente plus de 100 millions de tonnes d'eau en emportant tout sur leur passage. Le vol entre Meulabo et Banda Aceh dure environ 45 minutes. À chaque fois, de nouveaux détails de la catastrophe apparaissent. En outre, le fait qu'en quelques instants, plus de 230 000 personnes ont perdu tous leurs biens ou ont péri ne laisse personne indifférent. Banda Aceh, la capitale de la province située tout au nord de Sumatra, a été la plus durement touchée. Les ravages sont extrêmement importants et la souffrance des habitants est inimaginable. Des quartiers entiers de la ville n'ont pas seulement été détruits, mais définitivement rayés de la carte. Le tremblement de terre qui a provoqué le raz-de-marée a duré 1 seconde et demie et a été mesuré de force 9 sur l'échelle de Richter. Ce navire ne se trouve pas dans le port.
les masses d'eau l'ont déplacé de 3 km à l'intérieur de la ville. À la fin janvier, les infirmeries sont encore surchargées et les équipes de médecins travaillent en permanence. Banda Aceh compte des dizaines de milliers de morts et plus de 100 000 blessés. Le tsunami a détruit une aile complète de l'hôpital principal de Banda Aceh, provoquant la mort de patients et de membres du personnel. La Bundeswehr a érigé un hôpital de campagne provisoire. À l'aide de pelles mécaniques, de pelles ou à main nue, les habitants fouillent dans les décombres de leurs maisons pour retrouver leurs biens. Des morts ne cessent d'être recouverts et sont déposés sur le bas-côté. Plus on s'approche de la mer, plus le décor est apocalyptique. Plus de 100 000 habitants vivaient ici. Leurs habitations ont été rasées par la vague de 30 mètres. Seule la mosquée a résisté. Seul le bruissement du vent et le rassemblement des personnes qui viennent prier silencieusement à la mosquée troublent quelque peu une tranquillité presque inquiétante. Dans l'air, l'odeur doucereuse des corps en décomposition est lourde et partout, des fosses communes. Les distances sont longues à Sumatra et le carburant est uniquement disponible à Medan ou à Banda Aceh. Afin d'augmenter l'efficacité des engagements de nos hélicoptères, ils accomplissent des engagements de 2 jours en effectuant une rotation, soit depuis Medan, soit depuis Sabang. Après 12 heures d'engagement, dont 7 heures de vol, l'équipage est content de passer la nuit à Sabang. La collaboration avec les Français est excellente. Après avoir encore effectué le service de parc journalier et pris une douche, les personnes engagées peuvent enfin dormir quelques heures. L'armée française a installé tout un camp sur l'île de Vé. Vol d'approche au-dessus des navires du débarquement amphibien de la marine indonésienne stationnés à Chalang. Chalang est l'une des régions côtières les plus touchées par la catastrophe. Sur 7000 habitants, seuls 900 ont survécu. 10 semaines se sont déjà écoulées depuis le tsunami. Des tas de vêtements sont entreposés à côté de la place d'atterrissage des hélicoptères. Ce chargement a terminé sur la plage de Chalang, dans le chaos qui a suivi la catastrophe. Les vêtements, qui proviennent de dons, moisissent en raison de l'humidité et de la chaleur. C'est ici que les organisations internationales se donnent rendez-vous parce que le port est resté intact à l'intérieur du village de tentes. Tandis que quelques commerçants proposent à nouveau de la marchandise, les morts s'entassent derrière les tentes. De nouvelles victimes sont extraites chaque jour des décombres. Depuis la catastrophe, des centaines de journalistes et de caméras sont présents à Sumatra pour couvrir l'événement. La visite depuis Jakarta de l'ambassadeur Georges Martin, qui a activement appuyé la Task Force Suma, a constitué un autre moment fort. Du grand cinéma, c'est ainsi qu'on décrirait cette situation dans le jargon technique, exactement le type d'action qu'un caméraman souhaite expérimenter. Après 2 jours d'engagement, l'heure est venue de retourner à Medan. Cet engagement très fort sur le plan émotionnel a nécessité 14 heures de vol et 25 atterrissages. Lors du débriefing quotidien, les pilotes reviennent sur l'engagement, tandis qu'à l'extérieur, juste à côté de la piste, les mécaniciens se chargent du service de parc journalier. Le climat humide ne met pas seulement les équipes à rude épreuve, la technique est également soumise à des défis inhabituels. Les travaux d'entretien de routine plus importants sont effectués dans le hangar. Des documents de maintenance supplémentaires ont été commandés auprès des fabricants, spécialement pour cet engagement dans la région tropicale. L'humidité pose de gros problèmes aux hommes et l'improvisation tient une grande place. Toutefois, grâce aux excellentes prestations des mécaniciens sur hélicoptère, les Super Puma ont pu voler en permanence durant toute la durée de l'engagement. Avec nos 3 hélicoptères, l'ONU disposant de 12 hélicoptères, avec nos 3 hélicoptères, on a carrément amélioré la capacité de 30% de l'ONU, donc c'est quelque chose de très important. Et puis surtout, on vole entre 6 et 8 heures par jour, de manière fiable, de manière ponctuelle,
Je veux dire qu'on est extrêmement apprécié, la population aussi. On est tous les matins, on est là sur place. Donc quand on dit on vient, on est là. Le 27 février 2005, après 6 semaines d'engagement, les Super Pumas décollent pour la dernière fois du terrain d'aviation de Banda Aceh. Grâce à ce premier engagement dans une région tropicale, l'armée suisse a prouvé qu'elle dispose des compétences et du potentiel lui permettant de fournir presque partout dans le monde un engagement d'aide humanitaire d'urgence dans le cadre d'une collaboration internationale avec des partenaires. La mission de la Task Force Souma au profit du HCR est terminée. Les travaux de reconstruction viennent juste de débuter. Vendredi 7 janvier 2005, 11h, Palais fédéral. La décision du Palais fédéral de donner suite à la demande du soutien du HCR est communiquée. Le Conseil fédéral a tenu ce matin à 9h une brève séance téléphonique pour discuter de la requête du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés visant à l'envoi de moyens aériens de transport de l'armée suisse à Sumatra. Sur la base d'une proposition commune du département fédéral des affaires étrangères et du département fédéral de la défense, de la protection et de la population et des sports, le Conseil fédéral a décidé de donner suite à cette requête. Avec cette opération, la nouvelle armée suisse effectue pour la première fois un engagement réel dans ce domaine. Il s'agit d'une opération de soutien à des prestations humanitaires. Je suis personnellement fier et heureux de pouvoir mettre sur pied cet engagement. Le départ du premier engagement de l'armée suisse sous les tropiques est donné officiellement. Ensuite, tout s'est joué en un temps record en ce qui concerne les relations suisses. En même temps, auprès de Swissint à Stans. Le détachement avancé de spécialistes provenant des domaines spécialisés des opérations, de la logistique, de la sécurité, des transmissions, de la médecine, de la chimique, de la presse et du renseignement se prépare à l'engagement. Le détachement avancé de 10 personnes vole le 8 janvier en direction de la région d'engagement. À Sumatra, il créera les conditions nécessaires d'ordre technique et logistique pour l'engagement du gros du contingent qui aura lieu dans 5 à 6 jours. Vendredi soir, des mécaniciens des forces aériennes provenant d'Alpnach sont en train de préparer depuis 14 heures dans un hangar de la technique SR à Kloten, les 3 Super Pumas pour les transporter à Sumatra. Nous travaillons maintenant 24 heures sur 24 pour ne pas rater l'unique date possible pour le transport du matériel à partir de Kloten, fixée au prochain lundi matin. Le rotor principal et le rotor anti-couple, ainsi que la tête du rotor, doivent être démontés et placés dans des caisses de transport. Nous sommes dimanche soir et à Kloten, l'équipe charge avec précaution les Super Pumas dans l'avion. La nuit est longue pour toutes les personnes participant à cette opération, car c'est bien lundi matin à 6h que l'Antonov 124, loué, décollera comme prévu avec 25 tonnes de marchandises. Nos Super Pumas, un véhicule, un élévateur, plusieurs remorques avec atelier mobile et 3 mécaniciens se trouvent à bord. L'Antonov volera de Zurich à Medan, en faisant escale à Tashkent et à Karachi au Pakistan. Le vol durera 14 heures. Au même moment, sur l'aéroport de Medan, le major Mariano Spada, commandant du détachement avancé, s'entretient avec l'officier de liaison français. La mission de ces hommes consiste à créer dans un délai d'1 semaine des conditions optimales pour l'engagement de la Task Force Souma sur l'île de Sumatra. Vous avez les dimensions du Manitou? Oui, jamais. Ist, dass ihr braucht, so schnell wie möglich eine Liste mit wie viele Leute runterkommen, oder? 36 heures plus tard, le mardi 11 janvier à 7 heures du soir, heure locale, dans la partie située au nord de l'aéroport de Medan, l'officier chargé des relations publiques, à savoir le lieutenant-colonel Urs Kasparis, n'est pas la seule personne à attendre avec impatience l'arrivée de l'Antonov 124. Immédiatement après l'atterrissage de l'avion, les chefs mécaniciens Björn Hemmi et le major Spada
s'assure que les hélicoptères n'ont pas subi de dégâts lors du transport. Le vol s'est effectué sans problème. On a réussi avec succès le ravitaillement à Karachi de l'avion qui a décollé hier de Zurich et qui est arrivé aujourd'hui avec seulement un petit peu de retard. Nous sommes heureux que les hélicoptères soient arrivés. Après avoir rempli les formalités douanières d'usage, les mécaniciens déchargent avec précaution les Super Puma de l'énorme ventre de l'avion de transport et souhaitent le plus rapidement possible commencer le montage des hélicoptères pour qu'ils soient de nouveau opérationnels. Retour en Suisse, le mercredi matin 12 janvier, 9h15, place d'armes de Stans, température extérieure 4 degrés. Au centre de compétences pour les engagements internationaux Swissint, les 34 soldats du premier contingent qui partiront pour l'Indonésie le surlendemain se préparent à l'engagement et ajoutent à leur équipement une moustiquaire, un filtre d'eau et encore d'autres pièces d'équipement. La question de savoir s'il faut armer les soldats reste toujours en suspens. On remet d'abord les armes, puis on les reprend. Ce n'est qu'au cours de la journée que la décision définitive sera prise, à savoir que Souma 05 sera un engagement non armé. Tous les membres du contingent se sont portés volontaires et quelques-uns se sont même annoncés de manière tout à fait spontanée. Il s'agit de mon premier engagement à l'étranger. J'étais jusqu'ici toujours sceptique à l'égard des engagements à l'étranger, mais je me suis fixé le mot d'ordre suivant pour mon engagement à Sumatra. Je pars là-bas et souhaite y apporter mon aide, car dans une si grande catastrophe, chaque force se révèle être utile. De nombreux militaires, notamment parmi les pilotes, ont déjà fait l'expérience d'engagement à l'étranger, et pourtant... J'ai du respect pour cette mission, mais je n'éprouve aucune peur. J'en ai parlé avec ma famille. Nous avons toujours des situations où nous effectuons des engagements qui sont ou peuvent devenir exigeants et délicats. Je ne m'attends donc pas à constater de grandes différences dans l'accomplissement de cette mission. La vaccination obligatoire est prévue pour tout le monde. Au total, 6 vaccins, dont celui contre l'hépatite et le typhus, doivent être effectués. Des comprimés pour la prophylaxie de la malaria sont en outre remis. Personne ne peut savoir à ce stade à quel genre de danger pour la santé les membres de la mission seront véritablement exposés à Sumatra. Pendant ce temps, à Medan, le major tessinois Mariano Spada organise dans le hangar civil loué un briefing destiné aux 16 mécaniciens qui sont arrivés hier. 38 degrés et plus de 70% d'humidité de l'air, telles sont les dures et inhabituelles conditions de travail des membres de la mission à Sumatra. Le problème principal est de s'habituer à des températures élevées et à une forte humidité. Surtout pour les mécaniciens dont le travail est très dur, on s'aperçoit qu'ils ont de la peine à accomplir leurs tâches. Le travail physique est astreignant et demande beaucoup de concentration. Toutefois, les mécaniciens travaillent inlassablement dans une chaleur étouffante afin que d'ici à dimanche, au minimum 2 des 3 hélicoptères soient à nouveau opérationnels. La forte chaleur est déjà présente le matin, mais le soir, la situation s'améliore. Contrairement à chez nous, nous travaillons donc plutôt de nuit. La recommandation du médecin de boire au minimum 7 litres d'eau par jour est également inhabituelle pour les membres de la mission. Les températures et l'humidité sont les éléments les plus pénibles, car le corps est constamment baigné de sueur. Il fait assez chaud, il faut boire beaucoup et on s'aperçoit que les efforts physiques baissent fortement. Il s'agit donc de travailler de manière réfléchie et graduelle et de faire les choses tranquillement. Le premier hélicoptère monté, Tango 314, est sorti du hangar. À 12 000 km de là, à l'aéroport de Zurich-Kloten, les membres du premier contingent de la Task Force Suma se rassemblent pour le départ à l'aéroport de Zurich-Kloten, situé à 12 000 km au nord-ouest de leur lieu de destination. Ils s'envoleront cet après-midi, vendredi 14 janvier, répartis dans 2 avions de ligne en direction de la région sinistrée. Ce sont les derniers instants pendant lesquels on peut engager des réflexions.
Les sentiments sont mitigés. D'une part, nous ressentons une certaine satisfaction et une certaine fierté, et d'autre part, un certain stress. Nous ne savons pas exactement ce qui nous attend, mais nous nous réjouissons d'apporter notre aide. Les vols sont affichés et les membres de la Task Force Souma se séparent. Il règne certes une certaine insécurité et incertitude. Toutefois, lorsque je vois partir le troupe de 50 hommes, je ne me fais plus de soucis et me dis que tout ira bien, car ce sont tous des professionnels. Médane, lundi 17 janvier, 6h30. Le Tango 311 et le Tango 314, ainsi que leurs équipages, sont prêts pour ce premier engagement d'hélicoptère de l'armée suisse sous les tropiques. L'intérêt des médias pour cette journée est immense. La forte chaleur et les distances à parcourir constituent les éléments les plus imprévisibles. D'ici jusqu'à Banda Aceh, en passant par Melabou, il y a à peu près 550 km. En Suisse, nous ne sommes pas habitués à parcourir des distances aussi grandes. Pour ce premier vol, les Suisses transportent des tentes et des médicaments. L'hélicoptère se dirigera vers l'ouest, en direction de Melabo, et survolera des montagnes couvertes d'une épaisse jungle. Puis après 2 heures de vol, l'hélicoptère atterrit. Les hélicoptères de diverses forces armées atterrissent et décollent à peu près toutes les minutes dans le but de livrer des marchandises et d'évacuer des réfugiés et des secouristes. La place d'atterrissage improvisée est très animée. Pendant que les soldats de l'armée indonésienne déchargent les Super Puma, le major Werner Tarnutzer, conjointement avec le commandant de la Task Force, le colonel EMG Yvon Langel, s'informe de la situation auprès de la responsable du HCR. Un dernier coup d'œil sur la carte et on décolle en direction nord vers Banda Aceh, le long de la côte dévastée. C'est le moment où les membres du contingent voient de leurs propres yeux et pour la première fois les conséquences du tsunami avant leur atterrissage à Banda Aceh, pivot de l'aide internationale. J'ai failli pleurer en ne voyant plus que des fondations et en m'imaginant que des hommes, des femmes et des enfants ont vécu à cet endroit et qu'ils sont tous morts maintenant. Un tel spectacle dépasse l'entendement. Puis règne tout d'un coup une atmosphère fébrile. Les hélicoptères doivent être ravitaillés en carburant. La carte de crédit de Werner Tarnutzer n'est toutefois pas acceptée. Ce matin, on nous avait informé que nous pouvions faire le plein en payant avec la carte de crédit dans la zone civile. Mais cela n'a pas fonctionné. Il est également très difficile de communiquer car la population autochtone ne parle pas l'anglais. Mais une Anglaise de la tour de contrôle nous a dit de nous rendre de l'autre côté de l'aéroport. Nous trouverons bien du carburant quelque part. Et sur la zone militaire de l'aéroport, il y a cependant encore du carburant, et cela surtout grâce à la rencontre de l'ambassadeur suisse Georges Martin avec le commandant indonésien compétent. M. Martin est arrivé exprès de Jakarta dans le but de présenter aujourd'hui les militaires suisses au général Meigen Bangbang, car l'instauration de bonnes relations sont le b.a.-ba pour l'accomplissement de ce genre d'engagement. Il est très important de définir précisément ce que les Indonésiens attendent de nous et ce que nous pouvons attendre d'eux. Il est aussi très important de nouer un contact personnel entre le général et notre commandant, le colonel Langel. Il est maintenant 2 heures de l'après-midi, les hélicoptères sont de nouveau ravitaillés et pourraient décoller. Le temps nous surprend toujours. Il change comme l'éclair et nous devons en tenir compte. Le temps instable qui règne dans une région qu'on ne connaît pas constitue donc un élément qui requiert toute notre attention et nous devons en permanence planifier des alternatives. 5 heures de l'après-midi à l'aéroport de Médane. Le chargement des hélicoptères est encore terminé en vue du lendemain, tandis qu'après environ 12 heures d'engagement, les hélicoptères Tango 311 et Tango 314 se posent de nouveau à Médane. De nombreux enseignements ont été tirés de ce premier engagement qui a suscité également beaucoup d'émotions de la part des participants. Il est effrayant de voir la situation dans laquelle se trouvent les nombreux enfants qui vivent dans le camp où nous avons atterri. Il y a ensuite la présence d'une chaleur très forte qui nous étouffe et qui use également les hélicoptères. Mais nous pouvons apporter notre contribution et cela est un point positif. Toutefois, nous sommes choqués par ce que nous voyons.
Peu importe à qui vous posez la question, que ce soit le général, le gouverneur ou d'autres personnes, vous allez partout entendre que la population a besoin de nous. Il y a 40 000 enfants qui sont orphelins. On découvre encore aujourd'hui 3 000 cadavres par jour. Il n'y a plus d'hôpitaux. Non, nous sommes vraiment les bienvenus. Et je crois que c'est le meilleur message que nous pouvons envoyer en Suisse. Je crois qu'on commence aussi le 21e siècle en ce qui concerne l'aide humanitaire suisse. Je pense que c'est absolument unique pour un pays de notre importance, un pays petit à moyen, de faire ce qu'on a fait. Je pense que les Indonésiens sont extrêmement reconnaissants et il n'y a pas de doute dans mon esprit que c'est un jalon. C'est un premier jalon qu'on place. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais c'est quelque chose qui va compter pour l'avenir. Dès mardi matin, la Task Force Souma 05 sera engagée quotidiennement avec ses hélicoptères. Souma 05. L'engagement de notre armée à Sumatra pour le compte du HCR a été couronné de succès. Il a été pour nous déterminant de pouvoir transporter du matériel d'assistance dans les régions les plus reculées d'Aceh. Sans les hélicoptères, notamment les hélicoptères suisses, nous n'aurions pas pu apporter ce matériel d'assistance à des endroits qui, 2 à 3 mois après le tsunami, sont toujours totalement isolés et qui ne peuvent être atteints que par les airs. Les hélicoptères suisses sont très efficaces. Nous disposons normalement du matériel et recherchons ensuite des possibilités de le transporter par voie aérienne. Avec les Suisses, c'était le contraire. Nous disposions des hélicoptères et devions nous efforcer d'avoir toujours suffisamment de matériel d'assistance. En effet, les Suisses exigeaient sans cesse davantage de travail. Il s'agissait à cet égard d'une très bonne disposition d'esprit. L'engagement a été planifié et dirigé par l'état-major de conduite à Berne. Nous avions un contact régulier avec le desk officer, le commandant ou son suppléant à Sumatra, et recevions, évaluions et traitions quotidiennement, y compris le samedi et le dimanche, les rapports journaliers. Au début de l'action, nous avions des rapports quotidiens sur la conduite de l'engagement et ultérieurement, au fil du déroulement de l'opération, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Le quartier général de la Task Force Souma était situé à 12 000 km de distance dans la ville de Medan sur l'île de Sumatra. La partie opérative était effectuée dans le hangar loué de l'aéroport international. La Task Force, dont la décision prise par le Conseil fédéral de la limiter à 50 personnes, est dirigée dans la région d'engagement par le colonel EMG Yvon Langel dans sa fonction de commandant. Voici un aperçu des éléments les plus importants dans la région d'engagement. Le commandant de la Task Force, les opérations et la maintenance, ainsi que la logistique. Le colonel EMG Yvon Langel est dans sa fonction de commandant la personne responsable dans la région d'engagement. Il a accompagné les hélicoptères lors du premier vol afin de se faire une idée de l'état de la situation. Nos partenaires, à savoir le HCR et la DDC, sont très satisfaits de nos prestations. La situation est chaotique ici et nous devons travailler de manière structurée, ponctuelle et systématique. Et cela, les soldats sont capables de le faire. Dans ses rapports quotidiens, il coordonne avec son état-major les tâches en suspens et réagit à la situation qui change continuellement. L'engagement, le succès à l'engagement, j'en suis convaincu, c'est un problème de conduite. Et ça commence par le commandant, c'est clair, mais jusqu'au pilote, au mécanicien. Et là, je dois dire, il faut que le commandant comprenne, et respectivement les subordonnés, que les grades dans ce genre de situation, à l'engagement, ça joue plus de rôle du tout. C'est la fonction qui l'emporte. Et quand on vole, c'est le pilote le numéro 1. Quand on entretient, c'est le mécanicien le numéro 1. Quand on organise, c'est le commandant et son état-major. Son suppléant est un officier des forces aériennes. Il est en même temps responsable de tous les aspects opérationnels spécifiques aux forces aériennes.
Nous sommes très flexibles grâce à une organisation, entre guillemets, restreinte. Et nous sommes très appréciés aussi par d'autres contingents, notamment parce que nous utilisons des processus qui sont simples. Avec cet engagement, notre armée a exploré un nouveau domaine, notamment dans la perspective de résoudre des questions juridiques et des situations dans la région d'engagement. Nous sommes venus ici en mission officielle et non pas comme touristes. Pour régler notre statut militaire, la Suisse a conclu un accord avec l'Indonésie. L'interdiction de porter une arme, l'obligation de travailler en uniforme et la question régissant les responsabilités ont également été définies. Ce genre de mission qui s'effectue dans un lieu tout à fait inhabituel et qui requiert un bref temps de préparation est une première. En tant que conseiller juridique, cette mission exige surtout que je sois très flexible. Le chef du contingent militaire de la sécurité se trouve également à l'état-major de la Task Force. Nous sommes actuellement 10 personnes dans le détachement. L'accompagnement des hélicoptères en tant qu'élément de sûreté constitue la tâche principale de la mission. Au sol, nous surveillons, observons et assurons du matériel sensible. Notre troisième tâche consiste à mettre sur pied un piquet pour le soutien lors de diverses missions. Un élément dont il faut tenir compte est la présence dans la région de rebelles dont les médias parlent régulièrement. Toutefois, ceux-ci ne se trouvent heureusement pas dans notre région d'engagement. Il n'y a donc pas de danger direct pour nous. Un problème entre guillemets qui peut surgir est celui du rassemblement de foule lors des atterrissages des hélicoptères. Il nous faut donc prendre des mesures de sûreté nécessaires en ce qui concerne les dangers qui peuvent se présenter autour des hélicoptères. Avant-hier, par exemple, nous avons atterri sur un champ ouvert et tout d'un coup, une foule de 200 à 300 personnes s'est rassemblée. L'officier de presse exerce une fonction importante puisque cet engagement a éveillé un grand intérêt médiatique. C'est la raison pour laquelle le lieutenant-colonel Urs Kasparis fait également partie de l'état-major. Hier, nous avons rencontré un premier succès. À Banda Aceh, alors que nous nous trouvions avec un représentant du HCR, nous avons rencontré une équipe de la CNN qui souhaitait faire un reportage sur l'engagement suisse, étant donné qu'ils avaient appris que les Suisses offraient le service le plus fiable. Après seulement une semaine d'engagement, notre détachement jouit déjà d'une bonne réputation. Les reporters ont d'ailleurs souligné les qualités des Suisses, des gens sur lesquels on peut compter. Je suis impatient de visionner le reportage pour voir comment il a été tourné. Un facteur important est l'information donnée à l'interne. Après la grande agitation médiatique, il s'agit d'informer nos soldats des derniers développements. Nous y parvenons grâce à l'installation d'un gigantesque panneau d'affichage sur lequel les informations les plus importantes provenant du monde entier sont affichées quotidiennement. Outre les diverses armées, d'innombrables organisations internationales d'entraide sont également représentées dans la région sinistrée. Le responsable de la CIMIC pour la Suisse, le lieutenant-colonel Urs Löffel, participe quand il le peut au rapport de l'état-major. Il existe deux possibilités de collaboration. L'une est une collaboration bilatérale avec le HCR, notre mandant principal, et l'autre est une collaboration multilatérale. Dans ce dernier cas, un meeting de coordination a lieu chaque jour et j'y participe également. Je peux faire un compte-rendu positif. Nous disposons des mêmes droits et sommes donc assis à la même table que les Américains, et même si, en comparaison avec les moyens mis à disposition, nous sommes plutôt modestes, chaque pays peut toutefois apporter sa propre contribution. Nous pouvons ici nous positionner et sommes traités sur un pied d'égalité. Nous nous efforçons d'optimiser en permanence nos tâches, de voler là où cela est nécessaire et au moment opportun. Nous n'avons donc pas à nous cacher. Le colonel EMG Yvon Langel souhaite recevoir des informations de première main. Pour cela, il se renseigne quotidiennement et directement auprès des membres du contingent. L'instauration d'une collaboration étroite, notamment avec sa contrepartie française, fait partie de son domaine d'activité, tout comme les prises de contact avec d'autres armées. Absolument, on nous a tout de suite acceptés, on a un destin commun, on travaille tous
pour la même cause, qu'une cause humanitaire. On travaille tous avec des moyens similaires que sont les hélicoptères. Donc il y a déjà là une immense collaboration, un sens fraternel. On a tous le même but, c'est servir nos moyens militaires des armées au profit du transport de matériel et de personnel. Donc dans ce sens-là, il n'y a aucun problème du tout, au contraire. Alors on a exactement le même sentiment, c'est-à-dire que pour nous c'est une première et tout le monde est complètement ravi parce que c'est une découverte et deux, je crois que les liens entre la France et la Suisse sont plus qu'étroits et tout le monde s'entend bien et en plus comme on fait tous le même métier et pour une cause juste, je pense que tout va aller très très bien. Les opérations et la maintenance forment le deuxième élément. Le mandat est clair, à savoir le transport de matériel au profit du HCR. Le concept est simple. Un hélicoptère d'école de Medan reste toute la journée dans la région d'engagement, passe la nuit dans le camp sur l'île de V et rentre à la fin du deuxième jour d'engagement. L'équipage est donc en route pour 2 jours. En plus du véritable travail à accomplir pour le vol, il faut également tenir compte du travail de préparation, à savoir l'entretien et la maintenance qui représentent un défi à relever, notamment lorsqu'il est réalisé sous les tropiques. Tout ce qui touche aux hélicoptères exige un travail d'équipe. Le travail d'équipe ne se pratique pas seulement à Sabang. En tout et pour tout, 12 mécaniciens, dont un avionicien, sont engagés. Après chaque vol, les pilotes font à la base principale de Medan un débriefing sur les éventuels incidents avec Christoph Hess, le chef des mécaniciens. Du point de vue de l'avionique, il y a des indicateurs qui ne fonctionnent pas correctement. Par exemple, les indicateurs du système électrique. La pression s'abaisse pendant 2 minutes et ensuite redevient normale. En Suisse, on n'est pas habitué à ce genre de problème. Ici, il faut apprendre à vivre avec et rester calme. Les mécaniciens ne doivent pas non plus avoir peur de la chaleur, de l'humidité de l'air, du manque de place et des horaires de travail. Nous travaillons pendant 5 jours en Suisse, tandis qu'ici, nous sommes au travail 7 jours sur 7. La Task Force Souma comprend 50 militaires. Cet engagement réel exige de prendre des décisions rapides et pour tous les participants de suivre une formation accélérée. Un des problèmes que nous avons ici et pas en Suisse concerne le carburant. Nous ne sommes pour le moment pas ravitaillés en carburant. Je n'en connais pas la raison et pour clarifier cette situation, nous devrions avoir à disposition une liaison de téléphone mobile dont nous ne disposons justement pas. Il nous faut donc attendre. L'engagement exige une très grande flexibilité de la part des participants, car il faut chaque jour relever de nouveaux défis. Les missions sont coordonnées depuis ici. Je suis assis avec la responsable du HCR, analyse leurs besoins et les nôtres, à savoir la capacité de transport que je peux offrir, respectivement la quantité de matériel qu'ils souhaitent transporter. Nous tentons de trouver communément une solution. Et il y a enfin le dernier élément, mais pas le moindre, à savoir la logistique. On peut résumer les éléments qui nous sont défavorables comme suit. Nous sommes dans un pays où le chaos règne actuellement en raison du tremblement de terre. Nous sommes très éloignés de la Suisse, ce qui pose des problèmes notamment pour la logistique, et nous nous trouvons dans un pays dont nous ne connaissons ni la langue ni la culture. La réunion de tous ces éléments engendre de nombreux problèmes, d'où la nécessité d'organiser la mission jour après jour. Lors de l'arrivée du détachement avancé, rien n'avait encore été mis en place et pour réaliser avec succès la mission, la base des opérations à Medan a dû être construite en un temps record. Un avion Ilyushin a livré tous les biens logistiques provenant de Suisse. On vit au jour le jour, et il faut prendre chaque jour comme il vient. Il est frappant de constater une grande lenteur dans la démarche. On doit s'observer ainsi que son propre corps et boire beaucoup d'eau parce qu'on transpire beaucoup. Il faut s'adapter au rythme de vie indonésien qui est simplement plus lent et qui répond au slogan suivant « Si le travail n'est pas terminé aujourd'hui, il le sera demain ».
pourtant la tâche principale se poursuit et avec une précision typiquement suisse, le premier lieutenant Bruno Bellone ne se laisse pas distraire de son travail et trouve toujours une solution pour décharger les conteneurs, les pourres et les Manitou, ainsi que le reste du matériel. Incroyable mais vrai, la base des opérations de Médane a été construite en seulement 6 jours. Lorsqu'on pense au peu de temps que le détachement avancé avait à disposition, c'est simplement sensationnel. Lorsque nous sommes arrivés, il y a 5 jours, nous avons trouvé un hangar, des possibilités d'hébergement et même déjà des briefings du pilote. Le travail qui a été accompli au cours de ces quelques jours a donc été remarquable. Pendant le montage des hélicoptères, on procède à la construction de systèmes de conduite une fois les hélicoptères montés. Nous avons 2 tâches principales à assurer en ce qui concerne les systèmes de conduite. L'une d'elles est la liaison de la base à l'hélicoptère, car ce dernier survole en direction du nord et pendant plus d'1 heure une jungle épaisse et doit donc pouvoir communiquer à tout instant avec la base au cas où un problème se présenterait. Nous instaurons cette liaison à l'aide d'appareils radio HF SC430. La liaison radio fonctionne bien et nous avons également les moyens qu'il faut pour cela. Le travail du logisticien n'est jamais terminé, car les tâches changent en permanence ou de nouvelles viennent s'y ajouter. Mon plus grand défi en tant que logisticien est le suivant: s'occuper de tout et de tout le monde. Je souhaite satisfaire tout le monde, que ce soit le colonel ou le simple soldat. Je transmets les informations nécessaires non seulement ici, mais aussi à Berne. Bruno Bellone se charge de toutes les questions touchant au domaine de la logistique, à savoir transporter l'eau et les palettes, vider les poubelles et maintenir l'ordre en permanence. Et son talent se révèle également être profitable pour les camarades français. Au début de l'opération, il leur a encore fourni des tentes et il discute maintenant avec le logisticien français des détails pour la construction du camp à Sabang. Je fais quotidiennement le contrôle de routine ici dans le hangar qui constitue notre base d'appui. Je m'occupe aussi du matériel. Je vais acheter des objets nécessaires au quotidien, tels que des serviettes de toilette, des tournevis, des noix ou des boulons. Il s'agit en général de matériel destiné aux mécaniciens et parfois à la sécurité militaire, qui est également stationné ici. Le quartier-maître, le capitaine Patrick Hunziker, est aussi en route dans la même direction. Nous le retrouvons dans une grande banque à Médane en train de changer des dollars pour obtenir de la monnaie locale. On ne peut payer ici qu'en liquide. Il n'y a pas de facture avec bulletin de versement. Non, ça n'existe pas. Cela s'applique également à Bruno Bellone, qui est notre homme pour toutes les situations. Also für mich sehr eindrücklich ist das Ausmaß von dieser Zerstörung. Ich kann über 150 Kilometer dieser Küsten entlang fliegen und es ist einfach auf einem Streifen bis 3 Kilometer, bis mehr sogar noch ins Landesinnere, ist einfach alles plattgefegt. È soprattutto l'impatto psicologico che si ha nel vedere quello che è successo. Voliamo per 300-400 km su delle zone distrutte. Questo da noi non sappiamo neanche cosa vuol dire. Le militaire est d'abord un homme avec des émotions. Et ici, on doit le montrer que nous sommes des hommes avec des notions militaires, techniques, électroniques, mais en même temps, on doit montrer des émotions. Celui qui n'a pas d'émotion n'a pas sa place dans un engagement tel que celui-ci.
Das ganze Ausmaß, das die Tsunami-Katastrophe mit sich gebracht hat. Vor allem die zerstörerische Gewalt, die das Ganze niedergemetzelt hat, kann man sagen. Es ist unglaublich. Die Bilder im Fernsehen bringen nicht das über, was man live vor Ort zu Gesicht bekommt. Je pense à ma fille qui m'avait dit avant que je parte, papa, tu vas aider les vivants de la vague. Ce qui m'amène à dire que mon impression principale, c'est qu'on sent l'envie de vivre des gens. Ils sont dans un chaos complet, mais l'envie de vivre est là. Et le fait qu'ils nous aient vus, ça leur a peut-être apporté du baume au cœur, mais en tout cas, ils ont vu concrètement qu'on leur apporte notre aide. Bien, c'est qu'en étant sur Banda Aceh, on assiste à un décor digne d'Hiroshima. Et on voit des gens là, ils sont très peu, parce que beaucoup sont morts. Beaucoup sont encore ensevelus sous les gravats. C'est que la vie commence et recontinue et que le courant normal, à tout prix, c'est une volonté, on le sent chez ces gens, ils veulent revivre à tout prix. Penso che mi ha impressionato il fatto che una piccola nazione come la Svizzera, con un piccolo contingente di 50 persone, possa fare il lavoro che abbiamo fatto qua, dimostra che la nostra formazione, la nostra flessibilità ci caratterizza in un ingaggio del genere. Sicher eindrücklich, wenn man Flüchtlinge fliegt, das Leid und zum Teil auch die Trauer, die man sieht von diesen Menschen. Aber trotzdem auch der positive Gedanke dazu, also die sind positiv eingestellt, sie sind überall wieder am Aufbauen, sie helfen. Und hier und wieder kann man auch ihnen ein Lächeln schenken oder auch wir können das Lächeln zurückgeben. Ganz klar, das Lachen von diesen Kindern, von diesen Leuten, wenn man Hilfe bringt, das bringt einem persönlich so viel, kann man nicht beschreiben. Positive Erfahrung oder für mich persönlich die positivste Erfahrung ist sicher, dass man einen kleinen Teil hat dazu beifügen konnte, dass es den Menschen wieder besser geht in Zukunft. Mais c'est sûr que les deux raisons, c'est pouvoir venir aider et puis je crois que ça résume tout, quoi. C'est l'argument principal.